Dans l'obscurité veinée de feux de nocturne, le monde tourne lentement, comme s'il était accablé par sa propre mémoire. Sous sa croûte brûlée et ses cieux volcaniques, le temps ne passe pas, il s'attarde. Ici, même le silence couve. Cela a commencé par un murmure. Pas une voix, pas vraiment, mais un scintillement à travers les codes géomantiques qui ondulent sous le manteau de la planète. Au plus profond des creux d'obsidienne, loin sous les cratères gauchis par le tau et les citadelles de forge choyées par la poussière, un signal s'est fait entendre, ancien, non invité, mais dont l'origine est indubitablement salamandre. L'écho pulsa une fois, puis une autre, comme s'il testait les limites de la mémoire. Cela faisait longtemps, trop longtemps, que le nom des artefacts perdus de Vulcan n'avait pas été prononcé autrement que comme un rituel. Le tome de feu, le marteau de l'aube, le calice, le suaire, la lance. 9 reliques éparpillées dans les étoiles, à la fin d'une saga trop douloureuse pour être racontée dans son intégralité. La plupart d'entre elles n'étaient plus qu'un mythe, leur raison d'être n'était plus qu'un souvenir, leur forme s'était perdue dans le temps. Mais Nocturne n'oublie pas ce qui l'a brûlé. Sous le mont Deathfire, un ancien sommet qui pleure encore de la lave comme s'il s'agissait d'un deuil, le signal a survécu, transmis non pas par vox ou par code, mais par résonance thermique, de la chaleur avec une impulsion. Il n'a pas été découvert par accident, mais par devoir. Un cerf de forge solitaire surveillant les fluctuations du magma, notant les incohérences dans les rythmes tectoniques. Des schémas qui n'appartiennent pas à la géologie, mais à la conception. Les salamandres ont été convoqués en silence, pas en fanfare, pas avec des tambours, mais avec révérence. Car si c'était bien ce qu'il semblait, il ne s'agissait pas d'une simple découverte, mais d'un appel. 3 jours plus tard, une force de frappe est arrivée. Des vétérans vêtus de plaques Mark VII noircies par l'âge, des silhouettes casquées se déplaçant dans la cendre comme des statues revenues à la vie. Leur chef, un aumônier d'ancien rang, ne portait aucun nom. Son armure ne portait que le sigle du culte prométhéen, pas de litanie, pas de laurier. Juste l'œil de feu gravé au-dessus de son front et un silence qui troublait même les serviteurs. Ils ont creusé sous la montagne. Le monde souterrain de Nocturne est un royaume de pression et de patience. L'air y est épais de suie et de chaleur chatoyante, où le son ne voyage que par pulsation et prière. Tout en marchant, l'aumônier murmurait des rites, non pas pour se protéger, mais pour se souvenir. Chaque pas était un verset, chaque couloir un écho. Il ne traversait pas seulement la pierre, mais le temps. Il traversait des siècles de foi sédimentés. Le signal s'est renforcé près du cœur de la montagne. Il n'était pas mécanique. Il ne pulsait pas comme une balise. Au contraire, il clignotait au rythme de l'approche des guerriers, devenant de plus en plus chaud, comme s'ils les connaissaient, comme s'ils se souvenaient. Ils l'ont enfin trouvé enfermé dans une colonne de pierre vitrifiée, préservée par la fusion plutôt que par l'artisanat. Un sanctuaire non construit, mais scellé par la montagne elle-même. La lave l'avait enveloppée, refroidie autour d'elle, encastrée comme une offrande à l'avenir. Lorsque la colonne se fissura, elle ne se brisa pas, elle soupira. À l'intérieur se trouvait une sphère, sombre, non polie, aucune inscription. Et pourtant, l'aumônier s'est agenouillé, non pas parce qu'il l'a reconnu, mais parce que son âme l'a reconnu. La sphère pulsa une fois à l'approche de sa main.
La montagne trembla, non pas en s'effondrant, mais en se réveillant. Personne ne pouvait dire ce qu'était cette relique. Pas dans les premiers instants. Elle n'émettait aucune signature énergétique, aucune radiation. Et pourtant, sa présence pesait sur les sens comme un psaume. Il n'était pas nécessaire de la comprendre pour la croire. Ils l'ont fait remonter à la surface en silence. Il n'y a pas eu de proclamation, aucune célébration. Seule une phrase a été enregistrée, classée sous une clé cryptographique restreinte sur l'Eternal Pyre, le vaisseau amiral des salamandres. L'un d'entre eux a répondu. À partir de ce moment, Nocturne a changé. Les tempêtes au-dessus de l'équateur se sont intensifiées. Les feux de forge sous la surface brûlaient d'une lueur plus constante. Les serres de forge rapportèrent des rêves, des visions de flammes qui ne consumaient pas, mais façonnaient. Les aumôniers entendirent d'anciens versets sortir de la bouche d'initiés non entraînés à les réciter. Les voûtes de Caldeira, scellées depuis l'époque du Primarque, émirent des traces d'énergie pour la première fois depuis des millénaires. Un signal, oui, mais plus que cela, une graine. Les salamandres, depuis longtemps marqués par l'endurance et le sacrifice, se trouvaient maintenant attirés vers l'intérieur, non par la retraite, mais par le souvenir. Quelque chose sous la pierre s'était réveillé, non pas simplement pour être trouvé, mais pour trouver, comme s'il n'attendait pas le hasard, mais la volonté. Des murmures ont parcouru le chapitre. Les artefacts n'ont jamais été dispersés à l'aveuglette. Que Vulcan ne les a pas laissés comme des tests, mais comme une carte destinée à guider ses fils, non pas vers lui, mais vers l'avant, vers quelque chose d'autre, quelque chose d'inachevé. C'était la première étape. Pas une lame, pas de marteau, pas de codex ou de calice. Une flamme cachée dans la pierre qui attend la chaleur pour l'appeler chez elle. Il est impossible de savoir ce qui nous attend. Mais sous la montagne, quelque chose d'ancien a ouvert les yeux. Et les salamandres ne marchent plus seuls sur le chemin. Il y a maintenant un mouvement, petit, certain. Et quelque part parmi les étoiles, le second artefact commence à s'agiter. Ils l'ont trouvé sous la croûte oubliée d'un monde de forge, là où les machines avaient depuis longtemps cessé leur rythme et où le silence pesait plus lourd que la fumée. La planète s'appelait Hésiode Delta, un nom prononcé uniquement dans les codes de transmission, enfoui dans les registres interdits du Mechanicus. Autrefois lieu de feu béni, elle était aujourd'hui étouffée par l'oxyde et la ruine. Ses réacteurs étaient tombés en panne dans les premiers jours de la Cicatrix Maledictum, et sa surface avait été laissée à refroidir, couche par couche, comme une forge lassée de sa propre flamme. Les salamandres ne sont pas arrivés en réponse à une détresse, mais à une résonance. Il s'est d'abord manifesté sous la forme d'un tremblement de terre, ni sismique, ni environnemental, mais spirituel. Les aumôniers à bord du Pyre Warden l'ont ressenti dans leurs prières, leur liturgie dérivant de la cadence, comme si une force invisible bourdonnait maintenant en parallèle. Les Techmarines signalèrent des anomalies dans leurs relevés auspex, des impulsions thermiques à intervalles géométriques parfaits, espacés comme un battement de cœur sous la pierre. Ils sont donc descendus, pas avec une armée, mais avec une intention. Les voûtes de forge étaient profondes, cachées sous des strates gravées de béton armé effondré et de barres d'armature fondues. D'anciens magtrams jonchaient les gouffres comme les os de serpents morts depuis longtemps. La descente est lente, délibérée, éclairée par la lumière d'une torche qui scintillait contre la rouille comme une braise contre de l'huile.
Ils ont atteint les portes de la chambre forte au bout de 3 jours. Il était scellé, non par un code ou une clé, mais par une inscription gravée dans l'adamantium en vieux nocturne, une langue que peu de gens en dehors de la secte prométhéenne pouvaient lire. L'aumônier traduisit à voix haute, la voix à peine plus forte que le souffle. Tenir la flamme, ce n'est pas brûler. S'en abreuver, c'est devenir. Ils n'ont pas forcé la porte. Ils ont attendu. Des heures passèrent. Et puis, sans contact, sans ordre, elle s'est ouverte. À l'intérieur, l'air est chaud. Pas chaud, pas hostile. Une chaleur qui accueillait, qui se souvenait. La chambre était nue, à l'exception d'un piédestal en obsidienne sombre. Sur ce socle reposait un calice noir comme du verre vitrifié, veiné d'une pulsation cramoisie terne qui se déplaçait non pas comme du sang, mais comme du magma s'écoulant à travers la pierre taillée. Le calice d'obsidienne, c'était une légende. Une relique forgée non pas comme une arme, mais comme un rite. On disait que Vulcan lui-même y buvait à son retour de chaque campagne, oignant son esprit du feu liquide tiré du cœur volcanique de Nocturne. Un outil de renouveau et non de destruction. Pourtant, son pouvoir n'avait jamais été enregistré. Il n'avait jamais eu besoin de l'être. L'un des Tecmarines tendit la main, les doigts tremblants malgré son armure. Au moment où la peau a rencontré la pierre, une vague a déferlé vers l'extérieur, silencieuse, invisible, mais indéniable. Dans toute la galaxie, les forges connectées au réseau liturgique du Nocturne s'enflammèrent. Les moteurs se mirent à tousser. Les réacteurs fumants se stabilisèrent. Les voûtes de données sacrées clignotèrent avec des symboles longtemps considérés comme corrompus et irrécupérables. Même sur Mars, au plus profond des catacombes de la planète rouge, une rune a pulsé une fois sur l'écran d'un ancien cogitateur avant de s'éteindre à nouveau. Une prière en binaire, une syntaxe oubliée, soudain rappelée. Le calice est revenu. De retour sur Hésiode Delta, la chambre a changé. La chaleur s'est répandue non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Ce n'était pas de la destruction, mais de l'éveil. Les salamandres s'immobilisèrent. Certains s'agenouillèrent, non pas parce qu'ils en avaient reçu l'ordre, mais parce qu'ils ressentaient quelque chose qu'ils n'avaient jamais ressenti. Mais parce qu'ils ressentaient quelque chose qu'ils n'avaient pas ressenti depuis des générations. Présence. La relique ne parlait pas, mais elle chantait, en sensation, en vision. L'aumônier, qui avait gardé le silence depuis l'ouverture de la chambre forte, murmura un vers des cantiques du feu forgé. Quand la flamme trouve son récipient, le creuset se souvient de son nom. Ils ont quitté la voûte comme ils étaient venus, dans le respect et non dans le triomphe. Le calice n'a pas été exposé, ni paradé. Il fut placé dans un champ de stase à bord du Pyre Warden, gardé non par des guerriers, mais par le silence. Pourtant, ses effets ont été immédiats. Les temples de forge de Nocturne recommencèrent à forger à des heures irrégulières, guidés par l'intuition plutôt que par le décret. Les salamandres que l'on croyait trop blessés pour continuer leur travail commencèrent à guérir, non pas dans leur chair, mais dans leur volonté. Les artificiers du chapitre entrèrent en transe et découvrirent des conceptions qui dépassaient leur entendement, des plans qui ne nécessitaient aucune traduction. Le calice n'était pas une simple relique. Il s'agissait d'un nœud dans un ensemble plus vaste, un fil tendu, et sa réapparition n'était pas un cadeau, mais un signal. Les salamandres comprenaient maintenant que les artefacts
n'étaient pas destinés à être trouvés par hasard. Ils attendaient le moment où le chapitre serait prêt non seulement à les manier, mais aussi à les comprendre. Le creuset s'est rallumé, mais ce n'était pas la dernière. Quelque part, dans le froid entre les étoiles, une autre relique s'agite, non pas patiente, mais agitée. Pas un calice, mais un marteau, et il se souvient de la main qui l'a tenu. La mémoire n'est pas toujours une question d'archives. Dans le credo prométhéen, il y a des vérités trop sacrées pour être écrites, des vers trop saints pour être gravés sur un parchemin. Ces vérités se transmettent différemment dans le geste, dans le silence entre les syllabes, dans la lueur de la flamme et la forme qu'elle donne à la pierre. Après le réveil du calice d'obsidienne, un changement subtil a commencé à s'opérer au sein du chapitre. Il n'a pas rugi comme une révélation. C'était un murmure, une douce chaleur derrière les yeux, une odeur de cuivre brûlé là où aucun feu n'avait touché. Les vétérans, ceux qui s'étaient agenouillés sur la terre brûlée 1 millier de fois, commencèrent à rêver. Mais ces rêves ne sont pas le fruit de l'imagination. Il s'agissait de cartes. Le premier à prendre la parole fut le frère capitaine Nvak, un guerrier à la discipline solennelle, stationné depuis longtemps à bord du bastion du vide, Furnace of Will. Il déclara s'être réveillé de son sommeil en stase, avec des coordonnées gravées dans son esprit, des coordonnées qu'il ne connaissait pas, mais qu'il reconnaissait. Une fois tracées, ces coordonnées menaient à un champ d'astéroïdes recouvert de poussière, près de la blessure d'Iscan, un endroit longtemps considéré comme un espace mort. Et pourtant, une faible pulsation y résonnait, quelque chose de chaud, caché sous des couches de débris anciens. D'autres suivirent, pas par la voix mais par le changement de leur démarche, par la façon dont ils touchaient les bords de leurs plaques de guerre, par la façon dont leurs yeux s'attardaient trop longtemps sur les flammes des forges, comme s'ils écoutaient. Il ne s'agissait pas de souvenirs, il s'agissait d'instructions. Les vétérans qui avaient résisté à l'incendie de Purge-Axis, qui avaient tenu la ligne pendant le siège de Kaelon, se retrouvaient maintenant visités par des symboles qu'ils n'avaient jamais étudiés, des langues qu'ils n'avaient jamais parlées à voix haute, des runes en forme de vieilles cicatrices, des motifs reflétés dans la répartition de la chaleur de leur armure. Les signaux n'étaient pas placés, ils avaient toujours été là, verrouillés, en sommeil, en attente d'allumage. C'est le calice qui les a allumés. Et au-delà du calice, quelque chose de plus ancien encore. Les salamandres s'appellent elles-mêmes les nés du feu, non pas pour leurs armes, mais pour ce que le feu signifie, la transformation. Dans la chaleur, le métal devient l'âme, le minerai devient un but. La faiblesse n'est pas rejetée, elle est raffinée. Et en cet instant, le chapitre était à nouveau en train d'être raffiné, non pas par la guerre, mais par le souvenir. L'aumônier Kinvoreas, gardien des reliques éteintes, a parlé de visions qu'il ne pouvait expliquer. Il a parlé d'une marche dans d'anciennes salles sous la croûte de Nocturne, guidée non pas par la flamme, mais par l'ombre, et dans ces voûtes obscures, des reliques qui ne devraient pas exister. Des marteaux portant des noms qu'il n'avait jamais appris, mais qu'il avait toujours connus. Des armures gravées de prières qu'il ne récitait qu'en rêve. Chaque vision se terminait par le même symbole, un cercle en feu, brisé à la base, avec 9 flammes s'élevant vers le ciel. Les 9, les artefacts parlaient. Pas en voix, pas en vox, mais dans le sens. Ils n'ont pas été dispersés par hasard. Elles ont été placées.
Chacune est une étincelle qui attend son porteur. Chacune est liée à une mémoire qui n'a jamais été personnelle, mais génétique. Au plus profond des gènes de la lignée de Vulcan se trouvaient des échos d'instruction, des codes non gravés par l'empereur, mais par le primarque lui-même, enterrés pour le moment où le feu seul ne suffirait pas. La constellation de ces échos a commencé à s'aligner. Un vétéran a rêvé d'un monde noyé dans la vapeur, dont le ciel était caché par une mer de nuages en fusion. Il y a vu une tour dont les marches avaient la forme d'une spirale d'os en bronze. Un autre a parlé d'un canyon où la foudre frappait par motif, jamais au hasard, mais comme les syllabes d'un langage que seul l'orage connaissait. Il connaissait ces lieux non pas par la logique, mais par la conviction. Même ceux qui n'avaient jamais vu la bataille commençaient à la ressentir. Les initiés se voyaient guidés dans leur entraînement avec une précision inhabituelle, se déplaçant comme s'ils suivaient un rythme invisible. Leurs instructeurs ne disaient rien, mais derrière leur visière, ils observaient avec une compréhension tranquille. Les artefacts n'étaient pas de simples outils, ils étaient des appels à l'action. Chacun d'entre eux était une note d'une symphonie plus vaste. Et plus on en trouvait, plus la forme de cette musique devenait claire. Il ne s'agit pas seulement d'un héritage. Il s'agissait d'une instruction. Les salamandres se déplaçaient désormais avec une nouvelle cadence. Les missions étaient entreprises sans commandement, guidées par l'intuition, par des lueurs d'espoir jugées autrefois trop étranges pour qu'on s'y fie. Leur capitaine ne remettait plus en question ses instincts, il les suivait, car à chaque fois qu'il le faisait, quelque chose changeait, quelque chose a bougé, une relique s'est déplacée, une porte s'est ouverte, un souvenir est revenu, et dans ces souvenirs, il y avait un but. Il y a des étoiles que l'on ne peut voir qu'en regardant au loin. De même, ces signes ne pouvaient pas être trouvés par la recherche, mais par la préparation, par la volonté de se souvenir de ce qui n'a jamais été enseigné, d'entendre ce qui n'a jamais été dit. Les natifs du feu s'en souviennent. Et bien au-delà de Nocturne, au-delà des soleils noirs et des lunes chuchotantes, une relique de pierre et de tonnerre sortit de son sommeil, sentant son porteur s'approcher. Ce n'était pas un rêve. Il s'agissait d'un modèle. Et maintenant le marteau va se lever. Il y a des endroits sous Nocturne que même les flammes oublient d'atteindre. Loin des villes de basalte et des lacs brûlants, profondément sous les lignes tectoniques qui insufflent du magma dans les eaux du monde, se trouvent les voûtes de caldeira, d'anciennes cavités plus anciennes que la mémoire du chapitre, scellées à l'époque où Vulcan marchait encore parmi ses fils. Ce ne sont ni des catacombes, ni des donjons, ni des lieux de stockage ou de guerre, mais des sanctuaires de quelque chose de plus profond, la vision. Pendant des siècles, elles sont restées fermées, ni gardées, ni perdues, juste, silencieux. Pas de porte, seulement de la pierre. Pas de serrure, seulement des avertissements. Le culte prométhéen a enseigné à ne pas les déranger. Pas par peur, mais par respect. Comme on révère une forge qui n'a pas encore été allumée. Puis, sans outils ni contact, elles se sont ouvertes. Au début, c'était subtil. Un changement de résonance tectonique, légèrement décalé. Les maîtres de forge ont remarqué que les poches thermiques se réalignaient, s'évacuaient différemment, comme un souffle provenant des couches inférieures de la terre. Puis vint le tremblement, pas violent, mais rythmé, comme un coup de poing sur le fer de l'intérieur. Les aumôniers se rassemblent. Aucun mot n'a été échangé entre eux. Ils savaient. Ils ne sont pas descendus avec des guerriers, mais avec des bougies.
avec des chaînes d'obsidienne polie et des écritures gravées sur des os, transportées en silence dans l'obscurité en fusion. Lorsque les voûtes ont cédé, elles l'ont fait sans résistance. Les murs se sont fendus le long de vieilles coutures, ni fissurés, ni brisés, mais ouverts, comme des lèvres anciennes s'écartant pour parler après des millénaires d'immobilité. À l'intérieur, une chaleur s'enflamme, un air lourd de pensée. Les voûtes n'ont pas d'écho. Elles absorbaient les sons. En leur cœur se dressaient des obélisques élancés, rayonnant d'une lueur intérieure dont les surfaces étaient gravées de symboles qui pulsaient non pas avec la lumière, mais avec la température. Des mots façonnés par la chaleur. Le langage des flammes de Vulcan. Ce n'était pas une langue que l'on pouvait traduire par de l'encre ou des sons. Il fallait la sentir. Chaque symbole rayonnait à une intensité précise, formant des schémas non pas logiques, mais sensationnels. Lorsqu'ils étaient lus correctement, les obélisques devenaient des instructions. Une forge qui enseignait non pas par des schémas, mais par des sensations, comme se rappeler comment respirer après avoir oublié son propre nom. Le père forgeron de Nocturne, maître Aetherion, s'est agenouillé devant le premier obélisque pendant 3 jours sans se reposer. Lorsqu'il se releva, il ne pleura pas de chagrin, mais d'admiration. Il avait vu des choses qu'aucune machine ne pouvait enregistrer. Des armures en forme de flammes vivantes, des armes qui chantaient lorsqu'on les balançait, des véhicules alimentés non pas par le carburant, mais par la résonance. Des outils qui ne servaient pas seulement à la guerre, mais aussi à l'orientation. Des plans, oui, mais aussi la prophétie. Le langage décrit des formes qui dépassent l'artisanat humain, des conceptions qui exigent une communion avec le matériau lui-même, l'acier qui refusait d'être coupé à moins qu'on ne le lui demande, la céramite qui se courbe à la pensée, la flamme qui se souvient. Il y avait 9 obélisques, chacun unique, chacun aligné sur une constellation connue des seuls lecteurs du ciel profond de Nocturne. À la base de chaque obélisque, un cercle de cendres était disposé avec une précision absolue, trop délibérée pour une décomposition naturelle, comme si quelqu'un s'était tenu là auparavant, il y a longtemps, et avait laissé derrière lui un souvenir en poussière. Aetherion a ordonné que rien ne soit pris. Rien ne doit être touché. Au lieu de cela, il a convoqué la garde de la braise. Il s'agissait de salamandresses qui avaient commencé à changer. Ceux qui ont été le plus profondément affectés par la présence du calice d'obsidienne et de l'artefact récupéré plus tôt. Leurs armures résonnaient à proximité des reliques. Leur peau brillait faiblement sous leur poldron. Leurs veines s'allumaient comme du minerai en fusion. Certains murmuraient des vérités qu'ils ne se souvenaient pas avoir apprises. Ils n'ont pas été choisis. Ils ont été dessinés. La garde de la braise est entrée dans les voûtes en silence. Et les obélisques ont répondu. La chaleur de chaque symbole correspond au pouls de leur cœur. Les symboles s'allumaient les uns après les autres, non pas comme un message, mais comme une permission. Chaque guerrier reçut un fragment de conception, une portion de mémoire. Ensemble, les Emberguard commencèrent à forger, non pas des armes pour eux-mêmes, mais des clés, des outils pour trouver le prochain artefact. Chaque plan les guidait non pas vers la bataille, mais vers la compréhension. Les voûtes s'étaient ouvertes non pas pour révéler le pouvoir, mais pour en enseigner l'utilisation. Il ne s'agissait pas d'un moment d'escalade. Ce fut un tournant. Les objets de Vulcan n'ont pas été laissés en héritage. Ils étaient des points de repère. Chacun d'entre eux était une note d'une chanson destinée à s'éveiller lorsque les salamandres seraient prêtes, non pas à mener une plus grande guerre, mais à brûler avec clarté.
Et maintenant, ce moment est arrivé. Au-delà de Nocturne, les étoiles brillent différemment. Sur le monde forge d'Ithaca Minor, une station relais dormante s'est illuminée avec des glyphes correspondant à ceux trouvés à Caldera. Sur une station à la dérive au bord du Segmentum Tempestus, un prêtre du Mechanicus s'est réveillé de sa stase rituelle en prononçant des mots qu'il ne pouvait expliquer, son haleine fumant malgré le froid du vide. Les objets ne sont pas simplement revenus, ils étaient en train de se réactiver. Et le feu ne s'arrêtera pas là. Dans l'obscurité profonde des Halo Stars, une relique s'agite au sein d'un monde de glace. Son pouls est froid, sa mémoire ancienne. Un marteau attend. Il se souvient de la guerre. Il se souvient d'un but. Et son porteur est en route. Le monde ne figurait sur aucune carte officielle. Une planète morte dérivant au bord des étoiles du halo, encerclée par les épaves gelées de vaisseaux trop anciens pour être identifiés. Son ciel n'était plus qu'un rideau de cendres violettes, et son sol était couvert de sédiments glaciaires formés non pas par l'eau, mais par le temps lui-même qui broyait l'espoir. La flore qui poussait autrefois s'est transformée en verre. Les villes qui se dressaient ont sombré sous les soupirs tectoniques. Et en dessous de tout cela, quelque chose pulsait. Les salamandres l'appelaient le bord de la braise, bien qu'il n'y ait plus de feu dessus. Jusqu'à leur arrivée. Ce sont les gardes de la braise qui ont trouvé le signal, guidés par une carte gravée dans le langage des flammes, décodée non pas par la cogitation, mais par l'intuition. Sous le gel, sous la pierre couleur d'os, sous une croûte qui résonnait comme une peau de tambour trop tendue, il y avait quelque chose qui attendait. Pas enterré, planté. Les fouilles ont été lentes et prudentes. La terre a résisté de manière délibérée. Les machines s'arrêtaient sans raison mécanique. Les signaux Vox se transformaient en parasites. Ce n'est que lorsque les guerriers creusèrent de leurs propres mains que le sol céda, les couches de permafrost s'écaillant comme de la vieille peinture, révélant quelque chose qui n'était ni de la glace, ni de la rouille, mais de l'obsidienne. Un cercueil peut-être, ou un autel. Il avait la forme d'un berceau de pierre, dont la base était divisée par 9 rainures concentriques qui s'étendaient en spirale vers l'extérieur. En son centre se trouvait le marteau de guerre. Il ne brillait pas, il ne pulsait pas d'énergie, mais il se sentait vivant. Il était lourd, non seulement par sa masse, mais aussi par sa présence. Son manche était relié à du laiton noirci, usé comme la roche d'une rivière. La tête, émoussée, brutale, ne comportait aucun ornement, à l'exception d'un seul sigle gravé le long de sa courbe, l'œil de Prométhée, presque effacé dans le métal. Dawnbringer. Le nom n'avait pas besoin d'être prononcé. Ceux qui l'entouraient le savaient, pas par la logique, pas par le souvenir, mais par la mémoire enfouie sous les générations. Dans l'air immobile, l'un des vétérans tendit la main. Il ne l'a pas soulevée. Il l'a touchée. Et les visions ont commencé. Pas des hallucinations, pas des rêves, mais des réveils. Il a vu Vulcan, non pas comme une statue, ni comme un dieu, mais comme un créateur, forgeant en silence. Il a vu le feu se transformer en forme, la douleur se tordre en dessin. Il sentit le premier coup de marteau, non pas sur la chair de l'ennemi, mais sur le fer en fusion, faisant naître l'ordre de la chaleur. Le vétéran s'effondra sans la moindre blessure. D'autres ont suivi, attirés comme des papillons de nuit par son rayonnement invisible. Chaque personne qui a touché l'arme a été changée. L'un d'eux a pleuré pendant 3 heures en silence,
puis n'a plus parlé que le langage des flammes. Un autre commença à forger sans instruction, fabriquant des outils d'une symétrie impossible. Un troisième veilla pendant 6 jours sans dormir, les yeux ouverts mais sans voir, murmurant des versets oubliés qui ne correspondaient à aucune des prières connues du chapitre, mais qui faisaient résonner les voûtes de Caldeira lorsqu'ils étaient récités. Le marteau n'était pas seulement une relique, c'était un souvenir vivant. Il ne s'agit pas d'un compte-rendu des actes de Vulcan, mais de ses intentions. Il n'a pas été caché pour être protégé. Il avait été placé pour attendre. Pas pour un porteur assez fort pour le soulever, mais pour ceux qui étaient prêts à comprendre ce que signifiait porter le fardeau d'un créateur. Car Dawnbringer n'a pas été forgé pour détruire. Il a été conçu pour être construit. Ne pas juger sur ce que l'on peut casser, mais sur ce que l'on peut restaurer. Lorsqu'il fut transporté à bord du Pyre Warden, déposé non pas dans une armurerie ou une chambre forte, mais sur un autel de cuivre martelé dans la chambre du cœur du navire, sa présence s'étendit encore plus loin. À travers les lignes déformées par la distorsion des forges lointaines, les esprits machines sortaient de leur sommeil. Des salamandres stationnées dans des enclaves lointaines se réveillèrent en plein rêve, leurs mains bougeant comme si elles étaient guidées. Les flammes ne dansaient plus, elles parlaient. Les feux de forge vacillaient au rythme de pulsations plus profondes que la combustion. La galaxie ne l'a pas remarqué. Mais les salamandres l'ont fait. Les artefacts ne sont pas des outils à collectionner. Ils n'étaient pas des armes à exhiber. Il s'agissait de marches. Chacun d'entre eux mène à un endroit que l'on ne voit pas encore, mais que l'on ressent. Et maintenant, avec le marteau retrouvé, avec les visions allumées derrière les yeux de ceux qui l'avaient choisi, le schéma se resserrait. Les reliques formaient un chemin, non pas vers l'avant, non pas vers l'arrière, mais vers l'intérieur, dans le but, vers l'identité. Dans ce que signifie non seulement servir l'empereur, mais aussi honorer l'esprit de celui qui a marché à ses côtés, qui a forgé non seulement des armes et des armures, mais aussi de l'espoir. C'est ainsi que le marteau s'est reposé, sans rester inactif, mais en écoutant, car la relique suivante avait commencé à s'agiter. Son feu n'était pas du métal. Sa puissance, pas la destruction. C'était un cercle d'unité, une fois brisé. Et le cercle se reformera bientôt. Il y a des noms qui ne vivent que dans le silence. Le cercle de Vulcan n'a jamais été inscrit dans les annales impériales. Pas de liste, pas de médaille, pas d'honneur. Seulement des fragments, des gestes dans les rituels, des poses dans les litanies, des références subtiles dans les rites de la flamme. 9 guerriers choisis autrefois non pas pour leurs compétences, mais pour la façon dont ils les portaient. Gardiens des artefacts, gardiens non pas des reliques, mais de la signification. Lorsque Vulcan est parti, le cercle s'est éteint, dispersé par le temps, éteint dans des guerres trop vastes pour être mémorisées. Les reliques furent perdues, les porteurs retournés à la cendre. Mais la forme qu'ils avaient formée, la roue à 9 branches, la constellation du but, demeura. En attente. Aujourd'hui, tout recommence. Pas par décret, pas par commandement, mais par le rêve. Les Amberguards sont les premiers à le ressentir. Parmi eux, certains guerriers se réveillent avec du feu derrière les yeux. Pas de douleur, pas de vision, mais une force d'attraction. Ils voient des endroits qu'ils n'ont jamais visités. Ils ressentent de la chaleur de flammes jamais allumées, et à l'intérieur de chaque réveil, une direction. Pas vers un champ de bataille, vers l'autre. Dispersés sur les croiseurs d'attaque, les avant-postes et les fronts de guerre, ils commencent à se déplacer.
en silence. Sans coordination, ils abandonnent des missions déjà accomplies, quittent des garnisons déjà sécurisées. Aucune permission n'est demandée, aucune n'est nécessaire. Les aumôniers les voient partir et n'opposent aucune résistance, car eux aussi ont commencé à rêver. Leurs rites résonnent maintenant de phrases inconnues, de prières au rythme plus ancien que le codex. Dans leurs sanctuaires éclairés à la flamme, les bougies scintillent à l'unisson, 9 flammes s'inclinant vers l'intérieur. Le premier à arriver est Talzan, porteur du calice. Autrefois réclusiarque, il n'est plus qu'une voix rendue silencieuse par quelque chose qu'il ne peut nommer. Il s'agenouille dans la chambre d'obsidienne à bord du Pyre Warden, ses gantelets tachés par des rites plus anciens que les serments. Vient ensuite Sollenmac, dont les mains tremblent encore sous le poids de Dawnbringer. Il ne parle pas. Il n'en a pas besoin. Ils sont rejoints par d'autres. Ils ne sont pas attirés par la réputation ou le rang, mais par la résonance. L'un d'eux porte une armure de couleur cendrée, vierge de toute héraldique. Un autre marche avec un boitillement qu'il n'essaie pas de réparer. Un troisième n'a pas de langue, mais il parle en se déplaçant, comme l'écriture en mouvement. Chacun d'entre eux est guidé par des fils trop fins pour que la raison puisse les saisir. Lorsque le 9 arrive, la pièce ne s'éclaire pas. Il apaise. Un calme s'installe dans la chambre, comme le souffle qui précède le mouvement des soufflets. Aucun mot n'est échangé. Ils se regardent simplement et se souviennent. Pas dans l'esprit, mais dans la moelle. Le cercle se réforme. Autour d'eux, les objets récupérés battent la chamade, pas bruyamment, mais régulièrement. Le calice repose dans son berceau, son verre noir bourdonnant d'un souffle silencieux. Dawnbringer est adossé à son autel, chaud au toucher, bien qu'aucun feu ne l'alimente. Un fragment d'armure trouvé dans les voûtes de Caldera commence à briller faiblement, comme s'il répondait à une question inexprimée. Il ne s'agit pas d'une cérémonie. Il s'agit d'une continuation. Une tendance qui reprend après une période d'interruption. Le cercle ne se nomme pas lui-même. Il n'appelle pas le chapitre à veiller. Il n'existe pas pour diriger, mais pour porter. Ils ne sont pas les maîtres des reliques. Ils sont des vaisseaux. Ce sont les artefacts qui les façonnent, et non l'inverse. Pourtant, alors qu'elles se rassemblent, les salamandres le sentent. À travers les navires, à travers les mondes, à travers le fil subtil de la parenté née de la flamme, une sensation se fait jour, une certitude. Ce quelque chose a changé. Pas au pouvoir, dans le but. Les salamandres, connus depuis longtemps pour leur abnégation, commencent à évoluer différemment. Non pas en s'éloignant de la guerre, mais en se tournant vers quelque chose de plus grand que la bataille. Les chapelains de forge modifient leur litanie sans savoir pourquoi. Les forgerons modifient leurs dessins en plein rituel, forgeant non pas pour l'utilité, mais pour la signification. Des symboles autrefois rares reviennent sur les armures, des cercles de 9, des flammes enroulées vers l'intérieur, l'œil de Vulcan dessiné avec de la cendre et du charbon. Quelque part, loin de Nocturne, un bibliothécaire à bord d'une station de guet lointaine rêve de feu qui court en spirale. Il n'a jamais étudié les mystères prométhéens, mais lorsqu'il se réveille, il commence à dessiner et ne peut plus s'arrêter. Même les personnes extérieures au chapitre en ressentent l'écho. Un astropathe sur Terra s'effondre pendant la transmission, parlant dans un dialecte nocturne qu'il n'a jamais appris. Un adepte du Mechanicus sur Mars trouve un flux de données enfoui dans un code scellé,
9 lignes de logique codées par la chaleur sans source, faisant référence à d'anciens rituels nocturnes et à des mythes de pensée. Le cercle est de retour, mais il ne cherche pas à attirer l'attention. Il cherche à passer à l'étape suivante. Les reliques ont une raison d'être. Et maintenant, il guide. Il n'est pas nécessaire de faire des recherches. Seule la disponibilité. Et quelque part, aux confins de l'espace connu, enfoui dans des sables verglacés sous les ruines d'une civilisation éteinte, quelque chose d'ancien s'agite. Un codex de feu. Un tome qui n'est pas écrit avec des mots, mais avec une écriture rayonnante qui ne brûle que lorsqu'elle est tenue par quelqu'un qui y croit. La langue flamme se prépare à reprendre la parole. Et le cercle écoute. Il a été déterré non pas par décret, mais par conséquence. Aux confins du Segmentum Obscurus, un monde connu sous le nom de Caer Vorin s'est fissuré sous l'effet de la pression sismique. Autrefois bastion du savoir sous l'égide du Mechanicus, il était depuis longtemps tombé en ruine. Une lune morte de cendres et de vers déformés, bombardée lors d'une guerre ancienne dont on ne se souvient plus. Mais sous son manteau fracturé, dans une chambre protégée par des murs de céramique et des treillis d'obsidienne, un seul objet émettait des pulsations. Les salamandres sont arrivées quelques jours après qu'un cri astropathique déformé se soit propagé vers l'extérieur, un motif de 9 tons, espacé comme un battement de cœur enveloppé de cendres. Les Embergad le savaient avant de le voir. Au centre de la chambre, à l'abri de la poussière et du temps, un codex flottait au-dessus d'un piédestal en forme d'aile repliée. Il tournait lentement, suspendu sans technologie, sa surface oscillant entre le fer sombre et le bronze incandescent, comme s'il décidait de la vérité qu'il souhaitait révéler. Ils l'ont appelé le tome de braise. Il n'y avait ni serrure, ni mécanisme, ni écriture connue sur son couvercle. Mais lorsque le porteur du Dawnbringer s'approcha, il se réchauffa. Non pas par la chaleur, mais par la mémoire. Le tome s'ouvre, non pas en pages, mais en couches. Des plaques de résonance psychique se déployaient comme des pétales de flamme, chaque surface étant gravée dans le langage de la flamme, un script de chaleur qui ne se lit pas avec les yeux, mais par la sensation. Chaque symbole rayonnait à une fréquence que seuls les porteurs de gènes pouvaient comprendre. Il parlait des artefacts, 8 en nombre, pas 9. Chaque relique est décrite non pas dans sa forme, mais dans sa fonction. Le marteau, le calice, le linceul, le creuset, le manteau, le cœur, l'œil, la marque. Chacun n'est pas lié à un individu, mais à une épreuve. Un test de vertu. Le genre de vertu que seul Vulcan jugerait digne, non pas de la force, mais de la détermination. Le calice pour endurer, le marteau pour construire, la marque pour éclairer, le cœur pour abriter, l'œil pour témoigner, le manteau pour protéger, le linceul pour dissimuler, le creuset pour transformer. 8 flammes, mais il y avait une 9e présence dans le tome. Une lacune, pas vide silencieux, un espace où il devrait y avoir une flamme, et pourtant aucune ne brûle. Le 9e objectif n'était pas écrit. Il ne restait qu'un modèle, spiralé dans le silence, palpitant d'une chaleur qui ne pouvait être traduite. Le tome l'appelait « la flamme invisible ». Un but qui n'a pas encore été atteint. Les salamandres étudiaient le texte par roulement, chaque porteur voyant des vérités légèrement différentes, chacun interprétant l'éclat à travers ses propres cicatrices, ses propres rêves. Le tome s'adaptait à chaque lecteur, changeant de température, changeant de résonance, éclairant de nouvelles voies à chaque fois qu'une main passait.
Pourtant, tout s'accorde sur une révélation. Les artefacts ne sont pas des vestiges d'un passé. Ce sont les fondations d'un avenir. Ils n'étaient pas destinés à rendre aux salamandres ce qu'elles étaient autrefois. Ils étaient censés compléter ce que Vulcan avait commencé. Le tome faisait allusion à une convergence, lorsque les artefacts ne se contenteraient pas de s'éveiller, mais qu'ils parleraient. Lorsque, alignés, ils formeraient un cercle d'allumage, une flamme prométhéenne au-delà du feu. Non pas la destruction, non pas le salut, mais l'éveil. Et le 9e artefact, la flamme invisible, en serait la clé. Mais il n'a pas été placé comme les autres. Il n'a pas été trouvé. Il doit être fait, forgé non pas à partir d'une relique, mais d'une décision. C'est ainsi que le cercle a commencé à se préparer. Ne pas chercher, mais devenir. Ils lisent le tome des braises comme une prière de forge, comme une carte esquissée à la lumière des braises. Et à chaque verset, à chaque symbole, les salamandres changeaient, pas en chair et en os, mais en intention. Pendant toute leur guerre, toute leur bataille au nom de l'humanité, c'est la flamme qui les a toujours définis. Et maintenant, la flamme avait un langage. Et cette langue avait un but. Les étoiles au-delà de la voûte s'estompèrent, tandis que Caer Vorin se taisait une fois de plus. La chambre fut refermée, le tome étant désormais conservé non pas pour être étudié, mais pour servir de guide. De retour à bord du Pyre Warden, les artefacts pulsent en accord. Un souffle avant le soufflet. Un avertissement avant que le feu ne prenne. Le chemin ne sera pas parcouru seul, et l'artefact suivant, dont l'appel vacille déjà à la limite de la perception, n'attendra pas d'être compris. Il graverait son message dans la chair. Le moment est venu où le feu rencontre la forme, le point de départ de la transformation. Cela a commencé subtilement, comme la première lueur de chaleur au-dessus de la pierre. Un tremblement non pas de terre ou de mouvement, mais de mémoire atteignant la moelle. Les artefacts, reliques longtemps dormantes d'un pouvoir révérencieux, changeaient. Pas dans leur forme, mais dans leur résonance. Ils n'étaient plus des icônes passives de l'héritage de Vulcan. Ils pulsaient maintenant avec une intention. Pas un ordre, une communion. Et les porteurs ont écouté. Dans toute la flotte, ceux qui avaient touché les objets sacrés commencèrent à sentir leur respiration se modifier. Les cœurs battaient plus lentement, mais plus fort. Les rêves s'allongent. Le sommeil était plus profond, puis plus léger, comme si quelque chose en eux cherchait à rester à moitié éveillé. Les cycles de repos n'étaient plus les mêmes. Ils avaient moins faim, mais se nourrissaient avec plus de concentration. Il ne s'agit pas d'une mutation. Il s'agissait d'un raffinement. Dans l'apothécarion du Pyre Warden, des échantillons de graines génétiques prélevées sur la garde de la braise scintillaient sous l'effet de l'examen. Pas plus brillantes, plus denses, moins de défauts, moins de chaînes fragmentaires. L'hélice ne tournait pas plus vite mais plus doucement. Lorsqu'ils étaient exposés à des stimuli externes, chaleur, pression, présence psychique, ils restaient stables là où d'autres faiblissaient. Les apothicaires n'en parlaient pas en dehors de leur cercle, pas pour le secret. Mais la révérence, ce n'était pas quelque chose à cataloguer. C'était en train de devenir. Dans le réclusiam, les aumôniers ont entendu leur litanie résonner avec une nouvelle cadence. Les mots récités depuis des millénaires prenaient maintenant un second rythme, se chevauchant, se superposant. Comme si les versets avaient toujours contenu quelque chose de plus, mais qu'ils choisissaient maintenant de le révéler.
Et les porteurs ont changé de forme, mais pas d'aspect. Leurs cicatrices ne s'estompèrent pas, mais devinrent plus claires, comme si elles se dessinaient à la lumière de la braise. Leur peau, assombrie par le soleil de nocturne et des siècles de feu, commença à se teinter d'une légère iridescence. Ce n'est pas brillant, pas lumineuse, juste un léger scintillement, comme l'obsidienne avant une frappe. Un guerrier, porteur du fragment du creuset, est resté 6 heures sans armure au cœur de la forge. Il n'a pas eu d'ampoule, il n'a pas brûlé. Lorsqu'il émergea, ses yeux étaient rouges, non pas injectés de sang, mais luisant doucement à l'iris. Un autre porteur de la relique de l'œil commença à parler moins fort. Mais lorsqu'il le fit, la salle s'immobilisa, non par respect, mais par réaction, comme si l'air savait que sa voix était la vérité. Aucun ne prétendait à la divinité. Aucun n'a demandé à être reconnu. Ils se sont simplement déplacés comme si quelque chose en eux s'était mis en place. Et toujours, les artefacts répondaient. Lorsque le calice était soulevé lors d'un rituel, les feux de la forge redoublaient d'intensité pendant quelques secondes, puis se stabilisaient dans une lueur plus régulière. Lorsqu'on touchait le tome de braise, il pulsait au rythme de la respiration de son porteur. Lorsque Dawnbringer frappait la pierre, celle-ci se fissurait, non pas violemment, mais proprement, comme une lame sur un parchemin. Nocturne commença à le sentir aussi. Les voûtes profondes de la planète, ces anciens creux sous les plaines de basalte, se mirent à vibrer d'une lumière silencieuse. Les grandes statues de Vulcan, taillées dans les falaises par des mains disparues depuis longtemps, commençaient à laisser échapper de lentes traînées de vapeur, même dans la nuit froide. Les enfants nés dans les ruches minières ont des os plus solides. Les forgerons se remettent plus vite de leurs blessures. Le feu, qui a longtemps été leur fardeau, n'est plus considéré comme une punition, mais comme une présence. Les bibliothécaires du chapitre, aussi peu nombreux soient-ils, commencèrent à percevoir un rythme sous les marées de la distorsion. Un battement de cœur qui ne correspondait pas au pouls de la galaxie, mais à celui du chapitre. Leurs visions, autrefois dispersées comme des cendres dans le vent, commencèrent à s'aligner. Pas dans les détails, mais dans la direction. Ils sont tous orientés vers l'intérieur, vers l'unité, vers la préparation, vers quelque chose de proche. Les salamandres n'ont pas proclamé ces changements. Ils n'ont pas modifié leur bannière. Ils n'ont pas chanté de nouveaux hymnes ni écrit de nouveaux disques. Ils se sont simplement adaptés. Ils sont nés du feu, et le feu remodèle ce qu'il ne détruit pas. Les reliques n'ont jamais cherché à prendre le pouvoir par la conquête. Ils s'affinent par la reconnaissance. Chaque porteur, chaque écho du cercle était façonné non pas en quelque chose de nouveau, mais en ce qu'il était censé être. Et le 9e artefact, la flamme invisible, n'avait pas encore vu le jour. Mais déjà, il parlait à travers eux, pas comme une relique, mais en tant que réflexion. Ce qui restait n'était pas de la récupération. C'était l'allumage. Dans le calme du réclusiam, alors que les bougies scintillent autour des artefacts qui brillent désormais d'une pulsation mutuelle, une seule pensée résonne dans l'esprit de tous ceux qui portent leur marque. La forge est prête! Il faut maintenant choisir l'enclume. Il y a un moment, dans tout travail de forge, où le feu a fait son œuvre et où le métal se ramollit, souple, incandescent, en attente. Ce n'est pas encore une arme, pas encore une armure, ce n'est qu'un potentiel. Mais ce qui suit définit tout. La grève, l'enclume, la mise en forme,
Les salamandres, longtemps façonnées par l'endurance et le sacrifice, se tenaient à présent dans cet intervalle de temps. Les reliques étaient revenues. Les porteurs s'étaient réveillés. Et Nocturne lui-même s'était mis à bourdonner de mémoire. Mais il ne suffisait pas de porter le feu. Il fallait qu'ils deviennent le feu. Ils ne devaient pas se contenter d'être les réceptacles de la tradition, pas simplement des guerriers de pierre. Quelque chose devait changer. Et c'est ce qui s'est passé. Pas par le vote, pas par commandement, par consensus, silencieux, instinctif, lié à un rêve. Cela a commencé avec le réclusiam. Les litanies, autrefois fixes et apprises par cœur, ont commencé à changer. Les aumôniers s'arrêtaient sur des versets familiers, les mots glissant de la langue à la respiration, comme s'ils n'étaient plus nécessaires. Le silence s'installa entre les prières, non pas par omission, mais par révérence. C'est dans ce silence que de nouvelles formes sont apparues, des invocations qui parlaient de transformation et non d'absolution, des mots qui considèrent la flamme non seulement comme un purificateur, mais aussi comme un gardien de la mémoire. Les maîtres de forge ont eux aussi changé. Ils ne fabriquaient plus d'objets à partir de modèles. Au lieu de cela, ils commencèrent à travailler au feeling, l'intuition guidant leurs mains, les porteurs de reliques assistant sans parler. Ils façonnèrent des outils qui ne pouvaient fonctionner que pour ceux qui étaient censés les porter. Un artificier forgea un ensemble de jambières qui ne refroidissait qu'en présence d'un frère touché par le fragment du creuset. Un autre façonna une lame qui bourdonnait de potentiel, son tranchant n'étant aiguisé que lorsqu'elle était tenue par quelqu'un qui n'était pas malveillant. Il ne s'agissait pas de miracle. Il s'agit de souvenirs, de l'art qui se répercute dans la forme. Dans l'ensemble de la flotte, les doctrines autrefois gravées dans le marbre ont été réexaminées. Le credo prométhéen depuis longtemps passé par des lèvres nées du feu a été lu à haute voix dans sa forme la plus ancienne. Pas l'étendard impérial, mais la langue du nocturne pré-impérial. Et dans cette langue perdue, ils ont trouvé de nouvelles interprétations. Des phrases que l'on croyait autrefois synonymes de vengeance murmuraient désormais des mots de protection. Des lignes autrefois récitées devant un feu purificateur se teintaient désormais de nuances de restauration. Les salamandres ont toujours été des bâtisseurs dans le sillage de la destruction. Aujourd'hui, ils ont commencé à construire avant que les cendres ne tombent. De nouveaux abris s'élèvent à côté des dépôts de matériel. Des temples ont été construits à côté des casernes. Des sanctuaires médicaux à l'intérieur des croiseurs d'attaque, non pas pour leur propre guérison, mais pour ceux qu'ils ont secourus. Leurs trajectoires de guerre se sont incurvées pour protéger les zones civiles. Leurs croisades ralentissaient, non par hésitation, mais par précision. Chaque frappe n'était pas destinée à punir. Il s'agissait de protéger la possibilité de quelque chose de meilleur. Leurs serments n'ont pas diminué. Elles se sont approfondies. Même les plus jeunes d'entre eux, les aspirants encore à l'essai, ont été changés. Ils s'entraînèrent plus longtemps au rituel du feu. Ils étudiaient les 9 flammes, non pas comme des reliques, mais comme des leçons. Alors qu'ils mémorisaient autrefois des schémas de combat, ils récitaient désormais des séquences d'équilibre, comment le feu se consume, comment il donne de la chaleur, comment il doit être surveillé autant que manié. Certains vétérans ont résisté, au début. Pour un Space Marine, le changement n'est pas naturel. Dans une galaxie régie par le poids statique des dogmes, la notion d'adaptation ressemble à de l'érosion. Mais les reliques n'ont pas attendu la permission. Elles ont chuchoté dans la moelle.
Elles ont poussé le cœur vers la clarté. Et ceux qui ont résisté se sont retrouvés seuls, non pas ostracisés, mais dépassés. Ils n'ont pas été évités, simplement laissés pour compte dans un courant qui se déplace désormais trop rapidement pour qu'on puisse en avoir la certitude. Le cercle n'a pas commandé ces changements, ils les ont observés, les a guidés, et grâce à eux, ils ont tiré des enseignements de la transformation du chapitre. La flamme a toujours été leur symbole. Maintenant, c'est leur langue, leur professeur. Et bientôt, ce sera leur test. L'enclume a été choisi. L'endroit où le chapitre définira non seulement ses armes, mais aussi sa volonté. Les anciennes méthodes n'ont pas été abandonnées. Ils ont été fondus, renforcés. Non pas perdus, mais renouvelés. Et bien au-delà des étoiles, sur un monde que l'on croyait depuis longtemps englouti par les marées de distorsion, un artefact invisible aux yeux des mortels s'agitait. Sa forme était changeante, sa nature retenue. Il n'avait pas de tranchant, pas de manche, aucune raison d'être gravé dans le métal. C'était une idée, en attente. Le 9e. La flamme qui n'a pas été donnée. Mais fait. Et le chapitre était prêt. Sous la croûte sacrée de Terra, sous un manteau recouvert de voûtes, de catacombes oubliées et de guerres ossifiées, se trouve un endroit où même la mémoire s'arrête. Le sol sous le trône d'or est vaste, mais pas sans fin. Loin de l'écho des bannières et du tremblement des pieds des pèlerins, au-delà des catacombes des custodes et des salles de chuchotement de l'ordo, il y a une chambre scellée depuis longtemps. Ses murs ne sont marqués sur aucune carte. Ses portes ne sont pas faites de métal, mais de pierres de feu pétrifiées, veinées par une chaleur longtemps endormie. Personne ne s'en souvient, jusqu'à ce qu'il se souvienne de lui-même. Ce n'est pas le Mechanicus qui l'a trouvé, ni l'Inquisition, bien qu'ils aient senti son frisson dans les courants de vide de leur sanctuaire. Ce furent les salamandres, guidés non par des coordonnées, mais par l'instinct, attirés par la résonance subtile de quelque chose qui attendait. Les rêves du cercle devinrent plus clairs, les visions devinrent moins abstraites. Ils savaient désormais qu'il existait un endroit sous Terra, et ils les appelaient chez eux. L'autorisation n'a pas été demandée. La demande a été acceptée. Personne n'a remis en question leur ascendance. Peut-être l'ont-ils senti aussi, l'air tremblant faiblement au bord de la compréhension. La croûte du monde, ancienne et fatiguée, se ramollit pour laisser passer quelque chose. Les gardes de la braise marchaient d'un pas tranquille. Même leur armure, qui est normalement un grondement de servomoteurs et de force, bougeait comme si elle craignait de résonner. Des bougies guidaient leur chemin. La cire fondait et s'accumulait sur la vieille obsidienne, formant des symboles inattendus à l'image des sigils du tome des braises. Au point le plus bas, ils ont trouvé la porte. Il n'a pas résisté. Il a soupiré. Au-delà, une seule chambre, éclairée par aucune flamme, mais baignée d'une lueur faible, constante, comme la lumière d'un souvenir d'une autre vie. En son centre se trouvait un piédestal. Sur lui, rien. Dans un premier temps. Mais lorsque le cercle s'est avancé, la lumière s'est faite plus vive. De l'air, de la mémoire, de la foi, une forme émergea. Un chatoiement lent, à la dérive, qui n'est pas un artefact, mais une réponse. Non pas forgée, mais invoquée. La 9e relique. Ni martelée, ni coulée. Manifestée. Sa forme était incertaine, changeant légèrement dans le regard de chaque porteur. Pour l'un, c'était un cercle de flammes enroulées, reposant sans chaleur. Pour un autre,
C'était une lame sans tranchant, palpitant d'un mouvement retenu. Certains voyaient une flamme dans un verre, d'autres, un mot qui n'a pas encore été prononcé. La flamme invisible. Il ne ronronnait pas, ne brillait pas et ne vibrait pas. Il a écouté, comme si elle avait attendu, non pas d'être trouvée, mais d'être gagnée. Et à ce moment-là, alors que le cercle s'agenouillait, non pas en signe de soumission, mais de compréhension, la relique s'est stabilisée. Elle s'est figée. Une forme unique, délicate mais impossible à briser, forgée dans un alliage inconnu et illuminée de l'intérieur. Elle ne portait aucune marque, aucune inscription. Mais lorsque l'un des porteurs a tendu la main pour la toucher, la relique ne s'est pas arrêtée. Il est entré, pas dans la main, mais dans l'être. Une lueur dans l'esprit, une chaleur sous le sternum, une clarté dans le sang. Cela ne l'a pas changé. Cela l'a révélé, comme si la relique avait toujours été là, mais en sommeil. C'est ainsi que le cycle s'est refermé. 8 reliques transportées. Le 9e, devenir. La chambre s'est calmée, mais ce n'était pas une fin. Il s'agissait d'un seuil. Les reliques, maintenant rassemblées, résonnaient les unes avec les autres, non pas en termes de vibration, mais en termes d'objectif. Un cercle complété non pas par la géométrie, mais par l'esprit. Chaque artefact émet une pulsation, puis se tait, comme s'il expirait ensemble. Et loin au-dessus, Terra elle-même s'est arrêtée. Pas dans le temps, mais dans la pression. Une lourdeur ancienne s'est levée, subtile, inaperçue pour la plupart des gens. Mais pour ceux qui étaient à l'écoute, les bibliothécaires, les chanteurs de rêves, les gardiens de reliques, c'était indubitable. Quelque chose avait été autorisé. Une porte qui n'a pas été ouverte, mais dont on se souvient. Les salamandres se tenaient au bord de quelque chose de plus grand qu'elles. Les artefacts ne les guident plus. Ils les ont attendus. La question n'était pas de savoir ce qui allait suivre. La question était de savoir qui ils allaient devenir dans le feu qu'ils avaient allumé. Le seuil prométhéen a été franchi, et au-delà, un chemin qui ne ressemble à aucun autre. Pas de conquête, pas de retour, mais de redéfinition. Pas seulement pour les salamandres, mais pour l'impérium lui-même. Et quelque part dans l'obscurité entre les étoiles, d'autres ont commencé à s'agiter. Certains ont regardé, certains ont écouté, et certains ont préparé leur propre feu. Les artefacts étaient silencieux à l'oreille. Mais la chaîne n'écoute pas avec des oreilles. Il boit les sensations, les souvenirs, les intentions, ces choses que l'esprit éveillé considère comme douces et subtiles. Ainsi, lorsque les reliques furent réunies, l'immatérium entendit. Ce n'était ni un rugissement, ni un cri, pas même un murmure, mais une vibration fine comme un fil, portée par les vents éthériques, comme le bourdonnement de la vieille pierre lorsqu'elle est touchée par la lumière. Le cercle le ressentit en premier. Les rêves s'étiraient plus longtemps. Les pensées éveillées dérivaient dans la vision. Ceux qui s'accordaient avec les reliques voyaient leur souffle se synchroniser avec quelque chose qui dépassait le temps, comme s'ils attendaient une note juste avant l'accord. Et au plus profond de la distorsion, l'ondulation s'amplifia. Un tremblement non pas de peur, mais d'intérêt. Loin de Nocturne, dans un coin oublié du grand œil, une tempête de guerre déferla sans crier gare, son cœur pulsant de 9 éclats de pourpre et d'or. Les démons se formèrent et s'effondrèrent dans ses plis, hurlant non pas de faim, mais de confusion. Quelque chose avait changé.
Quelque chose s'était déplacé hors de leur portée. Ils sentaient un but là où il n'y avait que du bruit. Dans la tour d'airain, le regard de Khorne se tourna. Son trône, taillé dans les eaux de l'éternité, tremblait. Non pas par défi, mais par souvenir. Car même le dieu de la rage se souvient du feu. Dans le labyrinthe de cristal, Tzench riait sans joie. Il avait vu le motif, mais pas sa forme. Elle se tordait différemment à présent. Les reliques ne se déplaçaient plus par destin, mais par choix. Et cela, il ne pouvait le prédire. Même Nurgle s'agitait dans son jardin. Une seule feuille, sèche et recroquevillée, tomba dans sa main pourrie et se consuma. Il gloussa doucement. La croissance, oui, mais c'était le genre de feu, une purification qu'il ne pouvait ralentir. Dans l'ombre, Slaanesh l'observait avec fascination. Car qu'est-ce que la transformation, si ce n'est une sensation qui prend forme? Chaos avait senti le changement. Le Warp, autrefois indifférent aux reliques des vaisseaux mortels, les encerclait à présent. Non pas parce qu'il s'agissait d'armes, mais parce qu'elles résonnaient avec la stabilité, d'identité, avec le genre de clarté que le Warp méprise et qu'il convoite secrètement. Les artefacts ne se sont pas pliés à l'immatérium, mais ils étaient devenus visibles en son sein. Une balise, pas de pouvoir, mais de la détermination. C'est ce qui les rendait dangereux. La nouvelle parvint aux oreilles des légions de traîtres corrompus qui appelaient autrefois Vulcan leur frère. Ils l'ont ressenti comme une remontée de sang. Les seigneurs de la nuit rêvèrent à nouveau de cendres. Les porteurs de mots entendirent le silence là où il n'y avait que des chants. Les guerriers de fer, au plus profond des lunes creusées, tracèrent des symboles dans la rouille qu'ils ne comprenaient pas. Et parmi la Légion noire, des murmures ont pris forme. Une relique s'est réveillée sous Terra, pas seulement éveillée, choisie. Abaddon tourna son regard non pas vers la conquête, mais vers la mémoire. Il se souvenait des salamandres, pas en détail, mais des conséquences. Ils étaient des flammes, inébranlables, inflexibles. Et maintenant ce feu brûlait à nouveau, sans sanction, sans limite. Même au sein de l'Imperium, l'écho n'a pu être contenu. Les astropathes s'effondrèrent en plein champ, traçant des serpentins de feu dans leur vision gorgée de sang. Les navigateurs entendirent un second chant sous l'Astronomicon, un grondement harmonique dans la tonalité du 9. Les fichiers de l'Inquisition se mirent à jour avec des glyphes expurgés. Les sous-programmes du Mechanicus ne parvenaient pas à écraser les données réécrites en glyphes lumineux. Le tarot de l'empereur commença à se plier, les cartes dérivant non pas par la main, mais par la chaleur, se tournant vers l'intérieur, vers une forme qui n'était pas encore formée. Le chaos n'a pas été le seul à s'en rendre compte. Mais c'est le chaos qui agit en premier. Dans l'obscurité entre les étoiles, les guerres s'agitent. Les flottes contaminées par la distorsion ont changé de cap. Leurs voyants ne savaient pas pourquoi, mais ils le sentaient, comme le métal attiré par la forge. Les salamandres se tenaient debout, inconscientes de la forme que prenait ce qu'elles avaient réveillé. Mais ils sentirent l'air s'épaissir. Le poids des étoiles s'inclinait. Ils commencèrent à se préparer, non pas en se fortifiant, mais en se concentrant. Car la flamme, une fois vue, ne peut être cachée. Et la distorsion n'allait pas laisser passer cela sans rien dire. Les reliques, rayonnantes d'unité, n'ont pas faibli. Elles n'ont pas eu peur.
Elles n'ont pas vacillé. Ils brillent, et quelque part dans l'éther, la flamme invisible brûlait avec une certitude silencieuse. Ne pas aveugler, mais à révéler. La galaxie nous observe. Et l'incendie ne faisait que commencer. Dans certains coins de l'Imperium, la lumière n'est pas seulement absente, elle est oubliée. Des mondes laissés à l'abandon sous un ciel qui ne s'éclaircit jamais. Des villes ruches brisées par les bombardements, où la poussière s'accroche aux eaux et où l'espoir se dissout dans le souffle du vent. Ce ne sont pas des champs de bataille, ce sont des vestiges, des lieux que la guerre a traversés et laissés derrière elle. Et puis, les salamandres sont arrivés, pas dans le tonnerre, pas dans le triomphe, mais dans la chaleur. Leur vaisseau arrivait au-dessus de planètes fracturées sans corps ni déclaration. La lumière émanant de leur proue était constante, un doux rayonnement qui traversait délicatement les nuages agités par les tempêtes. Leur descente n'a pas suscité la peur. Elle a provoqué une pause, une immobilité inconnue, alors que les gens se rassemblaient, ne sachant pas s'ils devaient se cacher ou regarder. Mais il n'y a pas eu de purge. Aucun cri d'absolution. Les salamandres sont tombées avec des flammes, oui, mais pas de celles qui consument. Au lieu de cela, elle a réparé. Dans un manufacturier en ruine de Jastor's Reach, les vieux réacteurs ont été rallumés, non pas pour fabriquer des armes, mais pour produire de la chaleur. Les civils se sont regroupés autour des piliers d'allumage, leur visage rougi par quelque chose qu'ils n'avaient pas ressenti depuis des années. La sécurité. L'air, autrefois trop froid pour être respiré sans douleur, s'est adouci. À Viral's Hollow, où la peste s'est infiltrée sous la pierre et le sol, ils ont nettoyé les rues non pas avec des bombes incendiaires, mais en les parcourant à pied, une par une. Les armures réduisaient les agents pathogènes en vapeur pendant qu'ils se déplaçaient, et derrière eux venaient des apothicaires apportant des fournitures, des instructions, des mains non pas pour la guerre, mais pour le maintien. Les salamandres n'ont pas prêché. Ils n'ont pas demandé de remerciements. Ils sont simplement restés, des formes silencieuses de noir et de vert, se déplaçant à travers l'effondrement comme une promesse dont on se souvient. La nouvelle a commencé à se répandre, non pas comme un mythe, mais comme un murmure. Secteur après secteur, des chuchotements ont circulé entre les vox statiques et les lèvres tremblantes. Ils sont venus pour aider. Ils sont restés pour construire. Les fils de Nocturne n'étaient pas seulement des guerriers. Ils étaient des gardiens. Et là où ils marchaient, des feux se rallumaient dans des foyers depuis longtemps froids. Les enfants commencent à les suivre, pas pour devenir des soldats, mais parce qu'ils y croyaient. Pour beaucoup, les Astartes étaient devenus des symboles de colère, des anges de la mort, terrifiants, justes, lointains, des êtres de vengeance descendus de l'orbite, ici pour punir, ici pour juger. Mais ces derniers se sont agenouillés à côté de générateurs cassés et ont offert des outils. Ils ont soulevé des pierres, non pas pour enterrer, mais pour reconstruire. Ils ont porté des blessés en silence. Ils ont protégé les civils avec leur corps, non pas pour le spectacle, mais par instinct. Et pour la première fois depuis des années, des ruches entières ont entendu quelque chose d'impensable. Rire, silencieux, hésitant, mais réel. Sur Keln's Wake, une mécanicienne a pleuré lorsque la forge a été rallumée de ses propres mains, guidée par un tech marine dont la voix ne s'est jamais élevée, dont chaque mouvement invitait et non commandait.
Sur Déméter, un garçon a déposé une fleur au pied d'une salamandre, ne sachant que faire d'autre. Le guerrier se pencha et appuya son gantelet sur l'épaule de l'enfant, puis continua à marcher. Ce n'était pas une campagne. Il s'agissait d'un retour. Un souvenir de ce que pourrait être l'Adeptus Astartes. Les reliques qu'il portait ne flambaient pas. Elles ne bourdonnaient pas. Elles résonnaient simplement, subtilement, insufflant une intention à la présence des salamandres. Le calice n'était jamais exposé, mais ceux qui se trouvaient à proximité guérissaient plus rapidement. Le marteau n'était jamais brandi, mais lorsque son porteur se tenait près des murs brisés, les fondations se sentaient à nouveau solides. La flamme invisible pulsait dans le cœur du cercle, sans donner de lumière, mais en guidant chacun de ses pas. Et comme les salamandres se déplaçaient, d'autres ont commencé à les suivre. Les civils ont reconstruit. L'urticaire s'est reconnecté. Les secteurs perdus ont allumé leurs balises, non pas pour être secourus, mais pour être accueillis. De l'autre côté des étoiles, d'autres chapitres observent. Certains avec scepticisme, certains avec respect, mais la plupart d'entre eux sont restés silencieux, car ils ont vu le changement. Les Astartes, longtemps redoutés, étaient de nouveau vus, non pas comme une vengeance, mais comme une renaissance. Et cela en a effrayé plus d'un, car l'espoir, une fois allumé, ne reste pas immobile. Il se propage. Les salamandres n'ont pas donné de nom à ce mouvement. Ils n'ont pas proposé de slogan, de manifeste, mais leur doctrine a évolué, non pas en rejetant le codex, mais en l'élargissant discrètement. Les enseignements prométhéens ont commencé à mettre l'accent sur le service avant le jugement, sur la présence avant la pureté. Le feu n'était pas l'arme, la mémoire l'était, et les reliques sont restées au centre des préoccupations. Non affiché dans les halls, mais il est porté avec un respect tranquille, car ce sont les artefacts qui les ont amenés ici. Et ce qu'ils ont réveillé, ce n'est pas seulement la force. Il s'agissait d'un sens. L'Imperium n'a pas guéri. Mais maintenant, il y avait des endroits où la guérison avait commencé. Et dans les confins les plus sombres de l'espace, les incendies qui n'étaient auparavant que des signaux de guerre ont commencé à signifier autre chose. Nous sommes toujours là. Nous nous en souvenons encore. Et si le feu pouvait faire ça? Que pourrait-il révéler d'autre? Les incendies se sont propagés. Pas par la violence, mais par le renouveau. Dans les secteurs meurtris de l'Imperium, les salamandres sont devenues célèbres non pas pour la colère de leurs flammes, mais pour la chaleur qu'elles dégagent. Ils ont reconstruit ce qui était brisé. Ils ont restauré ce qui avait été laissé derrière eux. Et entre leurs mains tranquilles, les reliques bourdonnaient, non pas de bruit, mais de sens. Mais tous ne considèrent pas ce réveil avec révérence. Sur Mars, les moteurs chuchotent en dissonance. L'Adeptus Mechanicus, gardien du mot machine, avait observé en silence les salamandres recueillir l'héritage de Vulcan. Du haut de leurs tours pourpres et de leurs autels dans le vide, ils ont observé les artefacts dont l'ancienneté dépasse l'entendement, s'éveiller sans prier l'omnicia. Aucun rite de possession n'avait été sanctionné. Aucun prêtre technicien n'avait catalogué leurs données. Et pourtant, ces artefacts fonctionnaient. Non seulement elle a fonctionné, mais elle a choisi. Cela ne pouvait pas durer. Une convocation officielle a été émise par les grands prêtres électros de la Fan de Noctilith. Elle était enveloppée d'écritures, gravées dans des sigles logiques, signée de cantiques binaires et inscrite dans le credo de fer. Une demande, enveloppée dans le protocole,
Les objets devaient être livrés sur Mars pour y être évalués, purifiés et éventuellement conservés. Les salamandres n'ont pas répondu, pas par défi, mais en silence. Une délégation a donc été envoyée. Ils ne sont pas arrivés comme des envahisseurs, mais comme des émissaires. Des robes comme du verre bruni, des cerveaux limbes repliés dans une immobilité rituelle. Leurs voix étaient des cordes harmoniques, filtrées par des vox-masques gravés de runes d'argent. Ils ne menaçaient pas, ils résonnaient. Les reliques, ont-ils expliqué, sont des merveilles technologiques qui échappent à toute classification. Leurs origines sont antérieures à la Grande Croisade en termes de complexité. Leur résonance risquait de déstabiliser les esprits-machines locaux. Des artefacts non enregistrés de cette ampleur, s'ils sont mal alignés, peuvent déclencher l'hérésie dans les flux de données des mondes forgés. Leur seule présence invitait à s'écarter de la doctrine acceptée. Un prêtre technicien a prononcé ces mots calmement, sans méchanceté. La possession de reliques inconnues de la prêtrise est une hérésie. Les salamandres sont restés sans réponse. Puis ils ont déménagé, non pas dans l'hostilité, mais en invitation. Ils offraient au Mechanicus un endroit où témoigner, non pas pour disséquer, mais pour voir. Profondément enfouis sous la croûte de Nocturne, là où les forges brillent en silence, là où les reliques ne sont pas conservées dans des voûtes mais dans des sanctuaires, les artefacts reposent. L'un après l'autre, les prêtres techniciens se tiennent devant eux. Et les reliques n'ont pas résisté. Ils ont répondu. Ne pas commander. À la présence. Le calice se réchauffait à proximité de moteurs logiques réglés sur la fréquence céleste. Le suaire bourdonnait doucement lorsqu'il était approché par un magos qui portait des poumons augmentés provenant d'une souche pré-hérésie. Le creuset émettait de faibles impulsions à proximité d'un filin de données tissé à partir de fibres de quartz martienne et d'anciens cuivres terriens. Le Mechanicus ne pouvait pas l'expliquer. Pas complètement, mais ils l'ont senti. Les objets n'étaient pas des outils. Ils écoutaient, et cette écoute a changé les prêtres, pas dans la forme, mais dans l'intention. Le débat s'ensuivit, non pas à haute voix, mais sous forme d'impulsions de pensées silencieuses, échangées dans des chambres sanctifiées sous la planète rouge. Certains, au sein des conclaves martiens, ont plaidé en faveur de la confiscation, de la saisie. D'autres prônaient la retenue. Quelques-uns, ceux qui avaient senti les reliques, prônaient quelque chose de plus ancien que la domination. La coexistence. Un nouveau terme est apparu parmi eux. Le pacte de verre et de flamme. Aucun traité n'a été signé. Aucune bannière n'a été échangée. Mais dans les catacombes de Mars, là où les vieux d'Atalum chuchotent encore en binaire brisé, une réunion s'est tenue dans une pièce qui n'existe pas. Un porteur de cercle. Un prêtre technicien de la forge de sigil. 9 moments de silence. C'est alors que le pacte a été conclu. Les reliques resteront dans les mains des salamandres. En échange, certaines enclaves du Mechanicus se verraient accorder un accès, non pas pour le contrôle, mais pour la compréhension. Toutes les données ne seront pas partagées, tous les plans ne seraient pas révélés, mais quelque chose de bien plus rare serait autorisé. Témoignage. Le Mechanicus verrait, ne dépouillerait pas. Et dans cette vision, quelque chose a changé. Car dans l'esprit de ceux qui sont nés de l'huile et de l'étincelle, l'idée avait été semée, non pas de maîtrise, mais de sens. Que la technologie, dans sa forme la plus ancienne, peut avoir une intention. Que les reliques, si elles sont assez anciennes, peuvent se souvenir.
Les objets ont donc été laissés en l'état, mais pas sans avoir été ressentis. Le silence se prolonge, et dans ce silence, le pacte a perduré. Pas d'encre, ni de serment, mais dans la compréhension, car toutes les flammes ne brûlent pas avec chaleur. D'autres éclairent simplement. Et Mars, toujours fière, toujours inflexible, avait vu quelque chose qu'elle ne pouvait pas cataloguer. Il avait vu le respect. Et loin des salles d'acier et de logique, dans une galaxie qui s'effiloche, deux anciennes puissances ont trouvé une pause. Un moment de respiration partagée, et le feu, profond et constant, continua à briller. Il ne s'appelait par aucun nom. Il n'y a pas eu d'annonce. Aucun décret n'est passé par les échelons de commandement des salamandres. Aucun rite n'a été accompli dans les salles publiques du Réclusiam. Mais l'un après l'autre, ils ont émergé, des formes silencieuses, en armure noire et marquées au feu, dont la présence ronronnait avec quelque chose de plus ancien que le devoir. La garde de la braise. Ils ne remplaçaient pas les vétérans et ne constituaient pas une branche de la structure de commandement. Ils étaient quelque chose d'autre, un modèle se formant dans la lueur sous la surface. Des guerriers qui avaient touché les artefacts et qui n'avaient pas été consumés, mais façonnés. Chacun portait une relique ou un fragment de l'héritage de Vulcan, ou avait marché près d'un artefact suffisamment longtemps pour que la flamme ne les quitte plus. Toutes les salamandres ne sont pas devenues des gardes de la braise, mais ceux qui l'ont fait étaient incontestables. Leur armure, bien que toujours vert foncé, reflétait la lumière différemment, polie par endroits, brûlée à d'autres. Les sigles de flamme, autrefois décoratifs, pulsaient maintenant une faible chaleur. Leurs casques étaient cerclés d'anneaux d'obsidienne. Tous les gardes de la braise ne portaient pas ouvertement la marque. Certains n'en portaient pas du tout. Mais tous ont un point commun, le silence. Ils n'ont parlé que lorsque c'était nécessaire. Ils ne se sont battus que lorsque l'objectif les appelait. Et lorsqu'ils marchaient, l'air autour d'eux changeait, légèrement plus lourd, légèrement plus chaud, comme une forge qui attendait de respirer. Les autres salamandres n'ont pas remis en cause leur émergence. Ils les ont reconnus, parce qu'il ne s'agissait pas d'une question de rang, c'était une question de résonance. Certains gardes de la Terre servaient encore au sein d'escouades, côte à côte avec leurs frères. D'autres traversaient les campagnes en solitaire, chargés non pas de mission, mais d'une présence. Ils apparaissaient aux côtés d'un commandant à la veille d'une bataille, hochaient la tête une fois et disparaissaient avant l'aube suivante. Ils étaient des guides et des rappels, pas des chefs, pas des icônes, des braises, se déplaçant dans le chapitre comme des étincelles provenant d'un noyau profondément enflammé. Le cercle a observé ce nouveau formulaire de commande et n'est pas intervenu. Les reliques ont choisi, et le feu a reconnu les siens. Dans les vaisseaux du chapitre, de nouveaux sanctuaires ont été creusés, non pas des chapelles, non pas des armureries, mais des chambres de pierres incandescentes et de flammes silencieuses. Dans ces salles obscures, la garde de la braise se rassemblait, non pour parler, mais pour brûler. Ensemble, dans le calme, chaque respiration était synchronisée dans un rythme invisible. Les flammes ne vacillaient pas. Ils écoutaient. Dans ces chambres, de nouveaux rites sont nés. Gestes simples de la chaleur et de la main, non écrits, non conservés. Il n'est passé que par le regard et le geste. Et à travers Nocturne, des aspirants plus jeunes ont commencé à regarder. Ils virent les gardes de la braise marcher sur les ponts de basalte, leurs yeux reflétant non pas la fierté, mais l'immobilité.
Ils ont senti le changement de chaleur autour d'eux, et certains, discrètement, avec ferveur, se mirent à espérer. Devenir garde de la nuit ne signifie pas rechercher le pouvoir. Il devait être choisi par l'objectif lui-même. L'apothécarion a enregistré de petits changements. La densité osseuse s'est légèrement déplacée. Les schémas respiratoires ont été modifiés. Les voies neurales autour des centres de mémoire ont montré une augmentation des tirs croisés sous l'effet du stress. Rien d'alarmant, rien d'artificiel. Mais la semence génétique a réagi différemment chez ces guerriers. Il s'est souvenu de Vulcan, pas l'homme, le modèle. Et dans la bataille, il se déplaçait comme des échos de lui, pas dans la violence, mais dans la clarté. Sur la lune brisée de Ciris Vent, une escouade de gardes de Lambert est restée immobile alors que des forces traîtresses encerclaient un abri civil. Ils ont attendu, non pas par indécision, mais au bon moment. Lorsque le vent tourna et révéla un chemin sûr pour l'évacuation, ils avancèrent, non pas vers l'ennemi, mais vers l'ouverture. Pas un seul coup de feu ne fut tiré. L'abri est vidé. L'ennemi recula dans la confusion, comme s'il avait combattu des fantômes. Ailleurs, aux confins du Maelstrom, un seul Embergar pénétra dans une forge-monde en ruine et ralluma un noyau dormant. Le Mechanicus avait abandonné le site il y a un siècle. Le signal qui s'en dégagea par la suite ne contenait aucune donnée, seulement un rythme régulier et incandescent. 9 impulsions, puis le silence. Le feu était revenu. C'est ainsi que les histoires ont commencé à se répandre. Les Umberguard n'étaient pas des légendes. Ce sont des miroirs. Ils s'adressent à l'âme du chapitre. Ils ont rappelé aux salamandres ce qu'elles étaient et ce qu'ils pourraient devenir. Les reliques n'ont pas commandé cet ordre. Ils l'ont fait jaillir. Et maintenant, le feu avait une forme. Ce n'est pas énorme, pas de bruit, tout simplement stable. Assez stable pour tenir la ligne quand les étoiles s'assombrissent, assez stable pour écouter les cris de la galaxie. Et quelque part, au-delà de l'horizon du connu, un dernier feu se prépare à être allumé. Un feu qui n'est pas tenu en main, mais en mémoire. Et les gardes de la nuit seraient là, pas pour le manier, mais de veiller à son devenir. Il n'y a pas eu de déclaration. Aucune bannière n'a été déployée. Pas de fanfare triomphante. La croisade pyrrhique commença par la descente d'un seul croiseur d'assaut au-dessus d'un monde longtemps laissé pour compte, enfumé par la poussière, à moitié enseveli dans le silence. Une planète qui portait autrefois le symbole de l'Aquila, aujourd'hui oubliée sous un ciel de cendres. Et pourtant, les salamandres ont atterri. Pas en vigueur, en intention. Ce furent les gardes de la braise qui marchèrent les premiers, le pas tranquille, le regard fixe. Les civils émergeaient lentement, comme s'ils remontaient à la surface après s'être noyés. Ils s'attendaient à une purge, un châtiment, la fureur des anges longtemps retardée. Mais les guerriers n'offrent qu'une flamme, faible et régulière. Pas pour détruire, pour reconstruire. Des atterrissages similaires ont eu lieu dans le vide. Pas de conquête, de soins. La croisade pyrrhique n'avait pas de plan de bataille fixe, ni de grand théâtre de guerre. Elle se déplaçait comme la chaleur dans la pierre, patiente, persistante, inévitable. Elle ne cherchait pas à récupérer la gloire, mais à ranimer la vie. Chaque monde avait ses propres blessures. Certains ont saigné sous les griffes du chaos, d'autres portaient le poids de la négligence, avec des clochers fissurés et des forges silencieuses.
Certains s'étaient détournés de l'impérium, non par hérésie, mais par faim, oubliés par les seigneurs de Terra, laissés à l'abandon sous l'écho de promesses mortes. Les salamandres sont revenus pour ne pas accuser. Ils sont revenus pour répondre, avec le marteau, avec la main, avec le cœur. Ils n'ont pas seulement apporté des armes, mais aussi des bâtisseurs. Des techniciens marins qui marchaient parmi les ruines tordues et commençaient à les réparer, morceau par morceau en fusion. Des aumôniers qui parlaient peu, mais qui s'agenouillaient auprès des foules en deuil et allumaient des flammes pour les noms perdus depuis longtemps. Des apothicaires qui ne donnaient pas la priorité aux semences génétiques, mais s'occupaient d'abord des blessés parmi les civils. Et toujours, le feu se déplace avec eux. Contrôlé, mesuré, en toute gentillesse. Sur Mir's Folly, un agrimonde paralysé par les tempêtes de distorsion, ils ont rallumé des hydroprocesseurs enfouis sous des voûtes obstruées par la poussière. En quelques jours, l'odeur de l'eau pure est revenue dans le vent. Dans la station de Gelvec, abandonnée pendant l'âge du malheur, ils ont rétabli l'électricité dans les anneaux de vide, en les allumant un par un. Les habitants ont parlé de miracles. Les salamandres n'ont rien dit. Ils se contentèrent de passer au couloir suivant, torches à la main. Ce n'était pas une guerre. Il s'agissait d'un renouveau. Et pourtant, des batailles ont eu lieu. Car la flamme, aussi douce soit-elle, attire le regard de ceux qui détestent la lumière. La croisade pyrrhique ne fut pas incontestée. Des bandes de guerriers descendirent. Des pirates, des hérétiques, des corrompus. Mais lorsqu'ils arrivèrent, ils ne trouvèrent pas un peuple brisé ou une garnison désorganisée. Ils ont trouvé du feu. Le feu n'est pas dans la fureur, mais dans l'intention. Les gardes de la braise se tenaient à la périphérie des villages, attendant en silence. Ils ne chargèrent pas. Ils enduraient. Ils brisaient les lignes ennemies non pas avec rage, mais avec présence. Immobiles, inébranlables, comme le cœur d'une forge qui ne se refroidit jamais. Derrière eux, les civils observent, non pas avec crainte, mais avec foi. La foi n'est pas un mythe, mais en mémoire restaurée. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils voyaient un Astartés protégé sans juger, reconstruire sans réquisition. Leurs prières ont changé, pas plus fortes, plus douces. Le nom de l'empereur ne fut pas prononcé comme un cri de vengeance, mais comme un remerciement. La nouvelle a commencé à se répandre. À travers les secteurs, les chuchotements volent comme des braises dans le vent. Les salamandres sont de retour, pas seulement pour se battre, se tenir debout. Dans les chambres des réclusiarques des autres chapitres, des discussions s'engagèrent, tranquilles, inquiètes. Une croisade pouvait-elle être juste? La reconstruction pourrait-elle avoir le même poids que la rétribution? Les salamandres ne répondent pas. Ils ont agi. Et à travers chaque monde, lorsque le feu a été ravivé, de nouveaux sanctuaires ont été allumés, non pas en pierre, mais en métal et en verre. De simples autels où les habitants ont laissé des témoignages de reconnaissance, outils, fragments, noms gravés à la flamme. Dans chacun d'eux, une seule ligne est gravée sous l'offrande. Il est venu avec le feu et a laissé la chaleur. Il y avait encore des guerres à mener. L'obscurité n'a pas encore brûlé. Mais la croisade pyrrhique a marqué quelque chose de différent. Un moment dans la longue nuit où le feu n'est pas un jugement, mais une invitation. Se souvenir de ce que l'impérium est censé protéger. Ressentir à nouveau de la chaleur, pas comme une punition, mais comme promis.
et quelque part, à la lisière des étoiles, un monde autrefois perdu s'agite. Ses habitants observaient le ciel, attendant l'arrivée des navires, et ils ont allumé leur propre feu, dans l'espoir et en mémoire, dans les profondeurs de l'obscurité, là où la lumière ne parvient pas. Il existe des lieux plus anciens que les guerres qui les ont marqués, des ruines hantées par le vide, à la dérive dans un espace maudit, qui ne tiennent que par la mémoire et le sang. Ici, les seigneurs de la nuit rêvent, ou quelque chose comme le rêve. Ils ne dorment pas comme les mortels, mais dans leur silence, ils se souviennent. Et ces derniers temps, leurs rêves sont devenus agités. Il y a une chaleur qui traverse les étoiles, pas celle qui apporte le réconfort, pas la lueur d'un foyer ou d'une floraison solaire, mais le souvenir d'un jugement, l'odeur d'une chose juste avant qu'elle ne brûle. Les seigneurs de la nuit le savent bien, ils l'ont déjà fui par le passé. Ils ont contribué à créer les raisons pour lesquelles il s'est levé. Maintenant, il revient. Au début, il s'agissait de rumeurs, de transmissions fragmentées provenant de bandes armées lointaines, des chuchotements de mondes autrefois brisés, aujourd'hui éclairés de l'intérieur. De civils reconstruits s'enchaînent, d'Astartes marchant parmi eux, la flamme à leur côté, non pas pour détruire, mais pour protéger. Puis vint l'odeur. Des échos de distorsion portés par l'immatérium. Une résonance née non pas de la sorcellerie, mais de l'intention. Les reliques de Vulcan, autrefois dispersées comme des cendres à travers le temps, avaient commencé à brûler ensemble. Les seigneurs de la nuit, qui vivent et se nourrissent de la peur, sentaient quelque chose d'ancien s'agiter. Pas la peur du pouvoir, peur de la mémoire. Ils se sont souvenus de ce que c'était que d'affronter un feu qui ne criait pas, un feu qui ne poursuivait pas, mais qui se tenait debout, inébranlable, silencieux, inévitable. Ils se souvinrent des fils de Nocturne, en armure noire, au palan, toujours en train d'arriver. Ils n'étaient pas rapides, pas sauvages. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Et les seigneurs de la nuit, malgré toute leur terreur, haïssaient ce qu'ils ne pouvaient pas troubler. Aujourd'hui, les salamandres se sont à nouveau soulevés, pas en nombre, dans le sens, et cela était plus dangereux que n'importe quelle flotte. Les seigneurs de la nuit se réunirent, non pas en conseil, mais à proximité. Les cercles de groupes de guerre se rapprochaient comme des charognes attirées par de vieux os. Leurs chefs parlaient en code et en grognement. Il n'y eut pas d'accord, seulement des observations. Les reliques se sont réveillées. La 9e Légion brûle à nouveau, et la peur, la vraie peur, ne pouvait pas prospérer alors que l'espoir grandissait. Au bord des profondeurs de Rimward, un monde appelé Tramesh a été choisi. Autrefois colonie de forge sous la surveillance des salamandres, elle avait été perdue dans le temps, puis engloutie dans une croisade de l'ombre des décennies auparavant. Aujourd'hui, elle respire le renouveau. Une flotte pyrrhique était arrivée. Les civils vivaient sans crainte. Les reliques n'étaient pas venues, mais leurs échos se propageaient dans la population. Cela, les seigneurs de la nuit ne pouvaient le tolérer. Ils sont venus voilés, comme toujours. Des vaisseaux silencieux, plus noirs que le vide, se pliant entre les gravités comme le sang à travers la gaze. Ils n'apportèrent aucune déclaration. Pas de tempête de feu orbital, juste une présence. 1 millier de cris, transformés en silence. Les nuits de Tramesh commencent à changer.
Les enfants se sont réveillés sans savoir pourquoi, le cœur battant. Le bétail a fui des incendies qui n'ont pas brûlé. Les lumières clignotent selon des schémas trop familiers pour être le fruit du hasard. La peur est semée. Mais cette fois-ci, il n'a pas pris racine, car les salamandres étaient déjà là, et les gardes de la nuit ne sont pas partis. Ils n'étaient pas nombreux, peut-être 2 douzaines, dispersés dans les colonies, pas de commandant, pas visible. Mais en regardant, lorsque la première tentative de sabotage a fondu à travers les conduits de la forge réacteur, un seul garde de la braise attendait, la main appuyée contre le mur, non pas pour bloquer, mais pour sentir. Il se déplaça avant que la flamme ne s'élève. Il a attrapé l'attaquant avant que le couteau ne frappe. Il n'a pas tué. Il a seulement pris la lame, l'a brisée et s'est détourné. L'agresseur a pris la fuite. Terrifié. Pas par une punition, mais par l'absence de rage. Un autre garde de la braise arpentait les sentiers silencieux du périmètre de la ville, ses pas rythmés par le pouls de la flamme sous la rue. Lorsqu'un éclaireur des seigneurs de la nuit s'approcha d'un enfant dans l'obscurité, une main lui attrapa le poignet en plein mouvement. La salamandre ne dit rien. Elle se contenta de regarder. Et le seigneur de la nuit s'est vu reflété. Pas en armure. Dans ce qu'il était devenu, il a battu en retraite. Non pas dans la défaite, mais de honte. L'affrontement, lorsqu'il a eu lieu, n'était pas une guerre. C'était une révélation. La nuit rencontra la flamme dans le centre brisé de la cathédrale en ruine de Tramèche. Un lieu où les souvenirs du culte s'accrochaient encore comme de la poussière dans les coins. Les seigneurs de la nuit sont venus pour semer la terreur. Ils ont trouvé le calme, des rangées de salamandres qui ne chargent pas. Attentes, pas prêts à frapper, prêts à rester. Les seigneurs de la nuit grognent leur nom, leur lignée, les horreurs qu'ils ont perpétrées. Ils récitaient des massacres, diffusaient des boucles vox de cris provenant de lunes conquises, exposaient des trophées gravés de croyances écorchées. Les salamandres ne disent rien, ils ont seulement fait un pas en avant, un à la fois. Chacun d'entre eux n'a pas de relique en main, mais en portant le feu dans leur souffle. Les seigneurs de la nuit ont frappé les premiers, comme toujours. Mais cette fois-ci, la peur n'a pas fait de vagues. Le peuple ne s'est pas dispersé. Le garde de la terre a tenu bon. Pas seulement avec la force, avec conviction. Et dans cette conviction, les seigneurs de la nuit ont ressenti quelque chose qu'ils ne pouvaient pas utiliser comme arme. Ils ont senti une résistance, pas contre leur lame, contre leur sens, et pour une force née de l'absence d'espoir. C'est pire qu'une défaite. Les seigneurs de la nuit sont partis, pas brisés, mais il n'est pas satisfait. Leur faim s'est émoussée, leur terreur leur revient comme un miroir. Et au-dessus de Tramèche, le ciel s'est dégagé. Aucune bannière ne s'élève, aucune statue n'a été construite. Seuls des feux sont allumés tranquillement dans les maisons. Et à côté de chacun d'eux, une salamandre s'est levée. N'attendre rien, il n'y a qu'à regarder. De sorte que lorsque la peur est venue, Il trouverait une flamme déjà allumée.